Bienvenue à cette édition du journal. Les titres. 16 morts, 25 personnes prises en otage par les assaillants, plusieurs maisons incendiées. C'est le bilan de la énième attaque des inciviques au village Missia, secteur Wamba, dans le Bagata. C'est le bilan de l'attaque des assaillants du conflit Teke et Yaka au village Missia, secteur Wamba, dans le Bagata. L'administrateur du territoire appelle au renforcement des dispositifs sécuritaires. Le gouvernement de la République vole au secours des déplacés de Rutshuru hébergés dans les groupements Munigi et Kibati en territoire de Nyiragongo dans le Nord Kivu. Un don de vivres et non-vivres a été remis à ces déplacés en détresse. Ce 2 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Occasion pour la structure GED, journalistes en danger, de présenter l'état des médias et de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Merci de vous informer sur l'État Congo Télévision. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressera à la nation d'un moment à l'autre ce jeudi. L'on croit savoir que la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays et plusieurs autres questions seront annoncées ainsi que décisions prises. Encore des attaques des assaillants du conflit Teke et Yaka dans le territoire de Bagata. 16 morts et 25 personnes prises en otage par les assaillants. Plusieurs maisons incendiées. C'est le bilan de l'attaque donc de ces inciviques au village Missia, secteur Wamba, dans le Bagata. L'administrateur du territoire tire la sonnette d'alarme pour un renforcement des dispositifs sécuritaires. Benoît Desgrovedal. Oui, mais monsieur le journaliste, l'information elle est vraie, elle est affirmative. Donc les informations qui viennent de Fatundu nous rassurent que le village de Missia, qui est à 25 km de Fatundu, a été l'objet d'une attaque encore des assaillants, dont le bilan est maintenant, selon les messages qu'on a reçus, c'est 16 morts et 25 personnes prises en otage. Ah oui, mais quand on prend les otages, c'est les gens qui ont attaqué. Effectivement, on a envoyé la troupe combattante et elle est là à Fatundu, puis précisément sur la rivière Kwango, la jonction entre Wamba et la rivière Kwango. Ils sont là-bas, je crois, à Kutuwamba ou bien dans la carrière, donc qu'on appelle là, c'est une ferme carrière. Ils sont là-bas, mais pourtant que la population se plaigne parce que les atrocités, les attaques, les agressions, c'est à l'intérieur. Donc il fallait que les troupes combattantes, les voyages soldats, les FARDC, ils doivent aller dans la zone troublée pour affronter les assaillants et pour faire revenir le calme. C'est ça les soucis les plus ardents de la population que nous aussi nous attendons, des non-militaires. Je crois que comme premier citoyen de Bagata, vraiment que nous disons que nous attendons des non-militaires parce que les militaires sont là pour défendre l'intégrité territoriale aussi pour ramener les calmes là où il y a l'insécurité. Ils sont déjà là-bas et nous croyons que pour souci d'orgueil, pour vraiment mettre la population à l'aise, il fallait qu'ils partent dans la zone troublée. La zone est connue vers quand vous dépassez Moué, vous passez Kissia, vous passez Kingurukapai et tout ça. C'est une zone là, une zone non troublée. Fayala, Missia, tout ça. Nous voulons qu'ils entrent à l'intérieur, on affronte pour anéantir une fois pour toutes ces assaillants-là qui mettent la population mal à l'aise. Au regard de la détérioration de la situation entre la RDC et ses voisins de l'Est, eh bien, faudrait-il parler du retrait, oui ou non, de la République démocratique du Congo, de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est? Pour le professeur Florent Munenge Moudagé de l'Université de Bukavu, toutes les deux possibilités sont réalisables. Il s'explique au micro d'Amina Mouacha. La RDC vient d'intégrer l'Est Africa Community il n'y a pas longtemps. La RDC est entrée dans cette communauté dans
une situation où ce pays connaît des sérieux problèmes dans sa partie Est. Et son adhésion était censée résoudre l'ensemble de ces problèmes pour que globalement toute la région vive en paix. Mais il s'avère que avant l'adhésion égale après l'adhésion. Maintenant, est-ce qu'il faut sortir? Sortir de l'Est africain communiste, c'est une option. Et rester également, c'est une autre option. Pour moi, je ne pense pas que claquer la porte à cette coopération résoudrait le problème de la RDC. Non. Nous avons adhéré, coopéré avec les autres sur le plan surtout économique. Et une fois que cette coopération économique intégrée dans le cadre de l'Est africain communiste est très poussée, engendre maintenant une situation d'accalmie, de paix, de convivialité, de coopération entre les États, mais également entre les populations. La RDC peut rester et chercher comment trouver des solutions à ces problèmes. Les problèmes de la RDC, ils ne sont pas seulement extérieurs, mais ils sont également internes. Et ces problèmes internes seraient à la base de situations qui viendraient du terrorisme. Et moi, je situe la solution pour la RDC à trois niveaux. D'abord politique, ensuite diplomatique. Et sur le plan sécuritaire, nous reconstruire notre système de sécurité. Si on reconstruit le système sécuritaire congolais, la RDC restera et demeurera une proie pour les autres qui se comporteraient de manière belliqueuse vis-à-vis de la RDC. Le gouvernement Samalou Konde Kyenge vient de faire un don humanitaire constitué de vivres et non-vivres aux déplacés de Rutshuru hébergés dans le groupement Munigi et Kibati. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo, dans le Nord Kivu. Plus de détails dans ce reportage de Mao Zigabi. Une délégation composée des membres du gouvernement et des députés nationaux, conduite par le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, séjourne à Goma pour une mission humanitaire. Le chef de la délégation a indiqué qu'ils viennent essentiellement pour une visite humanitaire en faveur des déplacés de la guerre du M23, appuyée par le Rwanda, et aussi l'inspection de la conduite des opérations sur le terrain. Deux missions. La première, une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre. La deuxième, une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant la conduite des opérations. La délégation a été accueillie par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakongba, entouré des membres du comité provincial de sécurité. Aussitôt arrivé, une réunion élargie des membres du comité provincial de sécurité s'est tenue avec les humanitaires basés à Goma. En Ituri, le fonds au profit des victimes a besoin en urgence d'un prêt de 2 millions d'euros afin d'assister les victimes dans l'affaire Thomas Lubanga, un ancien seigneur de guerre condamné puis libéré par la Cour pénale internationale pour des crimes commis en Ituri. La directrice exécutive de cette institution non judiciaire a fait ce plaidoyer ce mercredi en présence des ambassadeurs des Pays-Bas, du Canada et du Sénégal dans la province. Joachim Jotampitoua nous en parle. Un dîner pour étaler les défis, notamment pour répondre au programme de réparation et d'assistance aux victimes de violences en Ituri, au nord et au sud Kivu. Nous devons en toute urgence lever au cours des prochains mois environ 800 000 euros au minimum. Les besoins des victimes sont énormes, mais nous manquons le fonds. Spécifiquement en Ituri, il faudra au moins 2 millions d'euros afin d'assister les victimes dans l'affaire Thomas Lubanga, a dit la directrice exécutive des fonds au profit des victimes. Des victimes qui ont besoin d'assistance globale, a-t-elle insisté. Nous avons besoin de cette action, qu'il s'agisse d'un soutien politique ou d'un soutien financier. Un plaidoyer adressé à la communauté internationale et au gouvernement congolais, et ce, en présence de l'ambassadeur des Pays-Bas, du Canada et celui du Sénégal, accrédité à Kinshasa, mais aussi du gouverneur militaire de l'Ituri. Selon pasteur James Biensi, plus de 50 000 victimes ont besoin de réparation et assistance en Ituri. Les victimes sont effectivement beaucoup trop nombreux. Les gens de bonne volonté, les pays qui veulent bien accompagner devraient mettre suffisamment de moyens pour que quand même ces victimes soient remises dans leurs droits, quand bien même ce ne sera pas totalement.
Pour l'ambassadeur du Canada, il est temps de restaurer l'espoir à ces victimes. Les victimes, ils ont besoin de la justice et leur redonner l'espoir. Merci. Le lieutenant général Luboaka Chamadjoni a salué les efforts déjà constatés par les partenaires. Avec votre accompagnement, nous pouvons créer l'espoir et nous avons aussi en même temps commencé à construire la confiance avec ce peuple. Je tiens vraiment à vous remercier parce que c'était un sacrifice. Il s'y est dénoté, le fonds au profit des victimes est en œuvre dans 5 pays africains. À RDC, en particulier à Ituri, il intervient dans l'affaire Lubanga, Katanga et Ntaganda. Ouverture ce jeudi à Kinshasa de la 11e édition d'Africa Digital Expo 2022. C'est un forum axé sur le numérique et qui rassemble plusieurs personnalités du pays et du continent. La cérémonie du lancement des travaux a été présidée par le Premier ministre Sama Lukonde. Bénédicte Ndembe. Ils sont venus de plus de 30 pays d'Afrique pour prendre part à ce grand rendez-vous numérique. La 11e édition d'Africa Digital Expo 2022 se veut un pilier incontournable dans la marche vers l'émergence et le développement des États du monde. Contexte sécuritaire oblige, le chef du gouvernement congolais a une fois de plus condamné l'agression rwandaise, tout en saluant la détermination du commandant suprême des forces armées de la République, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la restauration et le maintien de la paix dans cette partie du pays. En ce moment, je vous adresse ces quelques mots en guise d'ouverture du forum ADEX 2022. Mes pensées vont à l'endroit de nos compatriotes de l'Est, dont l'inquiétude est tourmentée par l'action des forces du mal. Je voudrais leur exprimer ma compassion et les rassurer de la détermination du gouvernement de la République et du chef de l'État, commandant suprême des forces armées pour la restauration et le maintien de la paix dans toute l'étendue du territoire national. Abordant le vif du sujet, le numéro 1 de Warriors a rassuré l'assistance que le gouvernement de la République a décliné son action sur le numérique dans le programme de transformation numérique. Et de ce programme, plusieurs chantiers ont été amorcés afin de mettre le pays au pas des transformations numériques en vue d'un développement durable. Distingués invités, mesdames et messieurs, le numérique devient de plus en plus incontournable dans la marche vers l'émergence et le développement des États du monde. Occasion pour moi de féliciter et d'encourager Monsieur le ministre du Numérique pour tous les soins apportés à ce projet. Il y a lieu également d'évoquer la marche vers l'identité numérique à travers la mise en place d'un cadre de mutualisation des actions de recensement, d'enrôlement et de l'identification de la population, afin de doter le pays d'un fichier général de la population à travers notamment la mise en place d'un identifiant unique, socle des services numériques. En croire le patron de l'exécutif congolais, il est possible de lutter contre la fracture numérique en relevant le défi de la connectivité à travers l'intensification des travaux de déploiement de la fibre optique et de la couverture en électricité et infrastructures de base. Le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batilkwebo, à la tête d'une délégation des sénateurs congolais, a pris part à la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne. Une fois de plus, le speaker de la Chambre haute a fustigé l'agression de la RDC par les rebelles du M23. Plus de détails dans cet élément. La République démocratique du Congo a participé activement à la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique et Union européenne qui s'est tenue du 29 octobre au 2 novembre à Maputo, au Mozambique. Plusieurs thèmes étaient retenus au cours de ces assises. Il a été, entre autres questions, de la lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne et des défis mondiaux de la coopération en matière du changement climatique pour l'adaptation et l'atténuation à la suite de la COP27. Le président du Sénat qui a
a représenté la RDC à ses assises, a pris la parole par une motion incidentielle pour fustiger la situation critique que traverse la République démocratique du Congo, dont une bonne partie du territoire à l'est, à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda, est occupée par les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda. Intervenant sur le chapitre relatif au réchauffement climatique, Modeste Bahati Lukwebo a rappelé que la RDC respectera ses engagements en termes de l'environnement et même pour les projets lancés pour l'exploitation soit du pétrole, soit du gaz. La RDC, sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi, va tenir compte de toutes les conditions requises. Modeste Bahati Lukwebo a par ailleurs plaidé en faveur de la répartition juste des fonds devant aider à la stabilisation du climat dans le monde. Ici est de noter que la délégation du Sénat congolais a mis à profit son séjour à Maputo pour visiter l'ambassade de la RDC au Mozambique. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo dans ce pays, Kola Masala, s'est vu honoré par la visite de cette délégation. Célébration ce jeudi de la journée mondiale de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes en présence du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, et des professionnels des médias. Journalistes en danger a présenté l'état des médias et de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Fifi Kouchipon pour le commentaire. La célébration de la journée mondiale de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes a été l'occasion pour GED, journalistes en danger, de présenter l'état des médias et de la liberté de la presse en République démocratique du Congo en présence du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, et des professionnels des médias. GED qui a d'ailleurs recensé 124 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias, dont 49 journalistes menacés, 37 journalistes arrêtés, 18 journalistes agressés, 17 radios ou émissions interdites, 2 journalistes enlevés et 1 journaliste tué. Alors la journée d'aujourd'hui nous donne l'occasion de rappeler au gouvernement ses engagements, notamment que le gouvernement a la responsabilité d'assurer la protection des journalistes. Occasion pour les ministres Patrick Mouyaya d'appeler les journalistes au sens des responsabilités pendant cette période d'agression rwandaise sur le sol congolais. Il note néanmoins une évolution de la situation des journalistes. La situation des médias est en évolution. Il faut vous souvenir qu'en début d'année, nous avons eu les états généraux de la communication et des médias. La recommandation principale était l'élaboration d'une nouvelle loi. La loi a été élaborée, elle a été envoyée au Parlement pour commencer les débats. Et bien évidemment, il y a malheureusement encore des cas qui touchent à certains journalistes ici, mais principalement à l'Est, dans les provinces où il y a des problèmes de sécurité. Plusieurs mots qui rongent la profession ont été évoqués, dont la présence des moutons noirs, la naissance de certaines pratiques qui violent l'éthique et la déontologie de la profession et la dépénalisation des délits des presses, d'où la nécessité d'assainir l'espace médiatique. La 49e session de formation des agents et cadres des entreprises du Congo a été clôturée ce jeudi à Kinshasa sous le thème développement personnel des agents et cadres, leviers de performance pour la croissance des entreprises des institutions publiques. Organisée par le réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC, cette session de formation a permis aux participants d'améliorer leurs connaissances en soi, en valorisant leurs talents et leur potentiel. Jules Ninda et Amina Mouacha pour le reportage. Développer la confiance en soi et impacter positivement son environnement personnel et professionnel, c'est entre autres les recommandations issues de la 49e session de formation des agents et cadres des entreprises du Congo, clôturée jeudi 3 novembre 2022 à Kinshasa. Durant 3 jours, les participants ont été outillés sur la performance professionnelle et personnelle, le leadership et l'éthique. D'après Dieu merci beaucoup, formateurs et experts en planification stratégique, cette session a eu des particularités. Bon, la particularité, c'est beaucoup plus sur la prise de conscience, sur ses capacités, sur ses faiblesses et comment travailler sur ces faiblesses-là afin d'être beaucoup plus efficace sur le plan professionnel. Comme pour d'autres formations, nous aimerions que davantage les femmes puissent davantage être performantes et puissent aussi contribuer à la prise de décision dans les institutions publiques.
Occasion pour Berthe Akachi, coordonnatrice générale du réseau des femmes des entreprises du Congo, REFEC, de rappeler les objectifs de cette structure qui milite pour la promotion et la défense des droits des femmes des entreprises congolaises. Un motif de satisfaction pour les participants. La plupart des femmes qui ont participé ont loué d'abord la manière dont le formateur a dispensé la matière. Vraiment, nous avons pu assimiler la matière et j'espère que à 90% les femmes qui ont participé à cette formation seront à la hauteur. Et après cette formation, nous avons retenu beaucoup de choses, beaucoup vraiment. Et encore en passant, je remercie aussi les professeurs qui a vraiment, nous avons bénéficié de beaucoup de choses. Nous avons bénéficié de beaucoup de choses sur le leadership et surtout nous sommes les administratifs. Comment vivre dans la société, vraiment ça nous a apporté beaucoup de choses, monsieur. Notez que cette formation s'est clôturée par la remise des brevets aux participants. L'Office de gestion du fret multimodal au GFREM a rendu hommage à l'un de ses cadres retraités à 65 ans d'âge et plus de 36 ans de loyaux services rendus à l'entreprise. Véron Bolondonga, directeur à la direction du taux de frais multimodal, a été remercié pour sa fin de carrière au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le directeur général adjoint Emmanuel Maélé en présence des cadres et agents ainsi que des membres de sa famille biologique. Bobo Mungongo était là. Après plus de 3 décennies de vie professionnelle comblées au sein de l'Office de gestion du fret multimodal, l'heure est arrivée pour le directeur Bolondonga Bolibenga Véron, 65 ans d'âge, de se reposer et jouir des retombées des durs labeurs. Entouré des membres de sa famille biologique, l'entreprise lui a rendu les hommages mérités pour des années de loyaux services rendus à la nation congolaise et à l'OGFREM où il a évolué et gravi dignement des échelons pour finir directeur à la direction des taux des fret multimodal. DTFM. Moment convivial, riche en émotions, cette cérémonie était marquée par des témoignages poignants des quelques collègues et collaborateurs directs qui ont brossé les parcours élogieux de ces travailleurs acharnés et dévoués que d'aucuns appellent affectueusement Grand Véron pour son côté conciliateur. Autre moment fort, c'est le mot du directeur retraité Véron Bolondonga, un discours à la fois interpellateur et encourageant pour la nouvelle génération. Ce rêve a été accompli grâce à Dieu, mais aussi grâce à vous. Je voudrais ici m'adresser à la jeune génération en général et à celle de GFREM en particulier, de croire à l'idée de servir et de se sacrifier pour autrui. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive autour d'un gâteau d'anniversaire et cocktail. Le Fonds social de la République démocratique du Congo procède depuis un moment au paiement des travailleurs du projet STEP 2 en ville de Béni. Au total, 7500 employés vont toucher leur salaire durant cette opération de paie après 20 jours de travaux. Ce programme consiste à aménager les routes sur l'ensemble de la ville. Reportage de Mervedi Calmer. Des milliers de travailleurs ont répondu présents au rendez-vous sur les 3 sites aménagés pour cette fin. Il s'agit de l'enceinte de la mairie de Béni, de la cour du bureau du Fonds social local et à l'hôtel Okapi Palace. Plusieurs jeunes, responsables des ménages qui ont été retenus pour effectuer ces travaux, se frottent les mains après la perception de cette motivation. C'est par exemple ces pères de famille qui a fui l'insécurité en territoire de Béni et qui ne savaient plus comment survivre en ville. Aujourd'hui, je serai heureux avec les enfants. Nous venons d'avoir de quoi manger. Ici, nous sommes déplacés. Et depuis que nous nous sommes déplacés, je n'avais jamais travaillé. J'adresse mes remerciements au Fonds social. Le maire de Béni reconnaît l'apport du projet STEP 2 au-delà de la réhabilitation des routes. Lors de la ronde qu'il a effectuée sur les sites de paye, le commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kachale, s'est dit convaincu qu'avec ces programmes, les conditions socio-économiques de la population et surtout les jeunes vont s'améliorer. Une situation qui impacte positivement la sécurité de toute la ville et ses environs, a-t-il dit. Vous savez,
lorsque vous avez beaucoup de chômeurs, c'est un problème. C'est déjà l'insécurité que vous avez dans la vie. C'est comme ça que moi, personnellement, je suis en train d'encourager les fonds sociaux pour ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, je venais de parler les travailleurs qui sont là que pour moi, il faut que les fonds sociaux continuent, même jusqu'à 2 ans. Parce que cela nous facilite les tâches dans la ville de Béni. Après 100 jours de prestations, les travailleurs seront soumis à une formation de 5 jours pour leur permettre d'initier des petits projets d'investissement avec l'argent qu'ils ont gagné. C'est ce qu'explique ici Kitenge Kabango Henri, chargé de la comptabilité et administration Fonds social de la République, antenne provinciale du Nord Kivu. Mais le travail se fait avec sérieux et quand vous vous rendez sur le terrain, vous trouvez que la ville est propre et assainie et c'est vraiment un encouragement pour ceux qui travaillent. Nous demandons à la population de s'approprier ce projet. Ce projet, il est projet, donc nous allons les visiter pendant 100 jours. Parce qu'après 100 jours, il y aura aussi une petite formation de 5 jours. Cette formation-là, c'est pour les aider à faire des petits projets d'investissement. L'objectif, c'est sortir les bénéficiaires de sa situation de vulnérabilité. À environ 30 jours du début des travaux, plusieurs artères de la ville de Béni sont maintenant praticables grâce à ces projets du gouvernement congolais financés par la Banque mondiale. Des caniveaux sont débouchés, des tranchées à... L'actualité en dehors de nos frontières, et bien aux États-Unis, les élections de mi-mandat vont se tenir le mardi 8 novembre prochain, mais selon les sondages, les démocrates risquent de perdre la Chambre des représentants. Joe Biden alerte contre la démocratie en danger. Plus de détails avec Amina Mouacha. À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, les démocrates risquent de perdre la Chambre des représentants selon les sondages. Ce qui a poussé l'actuel président américain, le démocrate Joe Biden, à consacrer les 20 minutes de son allocution à la démocratie en danger. Il a appelé les républicains qui refusent de dire s'ils accepteront les résultats des élections de les faire, car selon lui, cette situation favorise la violence politique. Peu avant, Joe Biden a ouvert son intervention sur l'attaque au marteau subi par le mari de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants. Il a directement lié à celle menée contre le Capitole le 6 juin 2021, provoquée par le grand mensonge selon lequel la dernière présidentielle aurait été volée à Donald Trump, a dit le président américain. Pour lui, ces mensonges nourrissent une dangereuse augmentation des violences politiques et des intimidations sur ceux qui organisent les élections. Lors du scrutin de mardi prochain, c'est la démocratie elle-même qui est en jeu, a martelé le président américain. Et pour finir, ce communiqué de la centrale électorale, le CENI, que je vous propose de suivre à travers cet élément. Communiqué de presse numéro 037 CENI/2022. La Commission électorale nationale indépendante CENI informe à l'opinion nationale que le test pratique pour le recrutement du personnel opérationnel temporaire s'est très bien déroulé sur toute l'étendue du territoire national, hormis quelques antennes qui ont connu un retard dû essentiellement aux difficultés d'ordre technique. La CENI félicite les différents candidats au test pour la discipline et l'ordre qui ont régné durant la passation des différentes épreuves. Cependant, elle attire l'attention des uns et des autres sur la circulation dans les réseaux sociaux des fausses informations faisant état des sommes d'argent qui seraient exigées aux candidats pour figurer en ordre utile. La CENI rappelle aux candidats que conformément à son communiqué de presse du 27 octobre 2022, la passation du test et la publication des résultats sont totalement gratuites. Les résultats seront affichés au lieu où se sont déroulés les tests, secrétariats provinciaux et antennes de la CENI. Par conséquent, les candidats sont invités à dénoncer tout arnaqueur qui s'adonnerait à exiger de l'argent aux paisibles citoyens. Fait à Kinshasa le 3 novembre 2022, Patricia Nseyamoulela, rapporteur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La revue de presse tout à l'heure avec Alain Leno Mwamba. D'ici là, portez-vous bien.
Bonsoir tout le monde, c'est avec joie que je vous retrouve sur ce plateau Winner Lotto RDC du jeudi 3 novembre 2022. Vous avez à l'affiche un jackpot